Bonjour à toutes et à toutes, et merci d'être venus pour mon talk. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Docker, à savoir comment est-ce qu'on peut optimiser nos images Docker Java, et plus précisément réduire leur taille. Alors, moi, c'est Benjamin Barbe, je suis expert technique à SQLI. Ça fait 5 ans que j'y suis et ça fait 10 ans que je suis dans le développement logiciel. Je fais principalement du Java, donc du back forcément, et pas mal d'indus, c'est des choses qui touchent à du DevOps à côté. Et comme vous certainement, donc on a 3 jours de DevOps, on est vendredi après-midi, j'ai fortement envie de dormir, donc on va essayer de rester éveillé pendant 3 quarts d'heure encore. Alors, un petit peu de contexte, tout ce qu'on va voir, c'est issu du coup d'un projet sur lequel je travaille. Et aujourd'hui, donc tout ce qu'on va voir, c'est en production depuis un bon moment, c'est éprouvé, mais voilà, ça vient vraiment de problèmes réels. Donc, il était une fois une application dockerisée Java avec une image Docker qui pèse à peu près 200 mégaoctets. Sauf qu'il y a un léger détail, voilà, un tout petit détail, c'est que cette application elle est en microservice. Du coup, le nombre d'images Docker fois les 200 mégaoctets, on se rend bien compte que ça va poser problème, même si bon, entre une image Docker et une autre, il y a des choses qui sont partagées. Notre appli, elle est hébergée sur l'infra du client, et le client, il nous met à dispo aussi son registry Docker pour y stocker les images. Et vu que c'est le registry du client, on a un quota qui est limité. On est au début du projet, les choses démarrent très vite. Il faut savoir que sur le projet, on est divisé en 3 équipes qui développent 3 releases en parallèle. Donc on est 3 équipes à builder en même temps. On multiplie ça par le nombre de microservices qu'il y a et le nombre de versions qu'on veut garder parce qu'on veut se mettre un petit historique. S'il y a un problème, il faut rollback sur les versions. 10 gigas, ça suffit pas. Même si on met des règles de purge sur le registry, ça suffit pas du tout. On arrive rapidement à la limite. On demande au client si on peut augmenter le quota. On est content, il nous dit oui, on passe de 10 à 20 gigas, super. Les semaines avancent, le projet est vraiment très gros, on rajoute encore plein de microservices, rebelote, 20 gigas ça suffit pas. On demande au client si on peut augmenter le quota, il nous répond ok, on passe de 20 à 50 gigas, donc sur le coup on est très content, on est bien soulagé. Et bon effectivement le projet est vraiment très gros, on arrive au bout de ces 50 gigas, on demande au client si on peut augmenter le quota, et non. Donc je pense que c'est assez clair, non. Et il a bien fait de nous dire non parce que je pense qu'au bout d'un moment on aurait eu des très gros problèmes. Là, on s'est retrouvé face à un mur parce que, vu l'empreinte du projet et malgré les purges automatiques qu'on a configurées au mieux, le registry est plein. On ne peut plus pousser d'images, à moins à chaque fois de tout effacer et tout recommencer depuis zéro. Et en fait, on est bloqué. On est dans un moment critique, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On se pose la question, au lieu d'augmenter le quota, il faut peut-être prendre le problème à l'envers et plutôt voir si on ne peut pas réduire la taille de nos images. Donc, c'est de là que vient tout ça. Alors, d'autres petits rappels. Bon, on sait tout ce que c'est, JDK, VSJRE, VSJVM, mais simplement, il y a des petits éléments très importants qu'on va réutiliser après. Dans le JDK, forcément, on a tous les binaires qui sont dans le development kit. Il y a, par pur hasard, JDEP, JLink, dont on va reparler. Et dans la JRE, avec la JVM, on a à côté toutes les classes standards de Java. Ces classes, alors, là, il y a 2 choses déjà qu'on va retenir, c'est que en production, on va utiliser un JRE et pas un JDK, parce que le JRE, il est beaucoup plus léger, et pour faire tourner une appli en production, il n'y a pas besoin de tout ce qui est à côté, qui va un peu polluer et prendre de la place. Et donc, aujourd'hui, les classes standards du JRE, elles sont réparties dans des modules. On va faire un petit zoom sur cette histoire de modules. Alors, avant Java 9, toutes les API standards de Java étaient dans un jar rt.jar, ni plus ni moins qu'une dépendance qu'on incluait par défaut sur tous les projets Java. Java 9 a introduit Project Jigsaw qui permet de faire de la programmation modulaire. Et depuis, toutes les classes standards, elles sont réparties dans des modules. Un autre fichier. Alors attention, c'est pas un dossier, c'est bien un fichier, mais qui n'a pas d'extension en fait. Mais c'est un fichier module. Si on regarde un petit peu, on lance une petite commande Linux pour juste voir la taille de notre JRE. Donc là, sur le projet, on est sur un JRE 17. Notre JRE, il pèse un peu plus de 130 mégaoctets. OK. On regarde maintenant le poids de notre fichier module. 80 mégaoctets. Donc information intéressante là. Les modules représentent, enfin les API standards même de Java représentent plus de la moitié du JRE. Maintenant, on peut aller un peu plus loin avec JImage qui est un binaire qui est dans le JDK. On peut regarder et inspecter le fichier de module, donc on lance la commande qui va bien. On voit donc dans la sortie standard que on a un module java.base qui contient par exemple des classes de crypto. Bon. Vu qu'aujourd'hui on n'est pas capable de projeter sur 10 km de haut, je ne peux pas vous afficher la suite des modules, mais évidemment il y a toutes les classes Java qui existent là-dedans. Ok, ça c'était les rappels. On va enfin se plonger
dans le sujet. Donc on sait qu'on a des images qui sont lourdes. Et bah, très bien, on va regarder un petit peu le Dockerfile qui est coupable. Alors, on commence par quoi? From Alpine. Bon, bah déjà c'est une bonne pratique, hein. On part sur des images alpines qu'on aime bien parce que c'est super léger. Alors, on a un gros bloc où on lance des commandes. APK-add, on voit qu'on va installer quelque chose, on voit qu'on installe OpenJDK17-JRE. Bon, bah, par rapport à ce qu'on vient de voir tout à l'heure, on installe bien un JRE et pas un JDK, donc une bonne pratique pour déjà alléger le poids de nos images. Après, on a quelques commandes pour créer un groupe et puis un user, donc principe de sécurité, on va éviter de tout lancer en route. Bon, ça n'aura pas d'impact sur le poids de notre image, mais voilà, chose à faire importante. Chose intéressante aussi, dans notre commande APK-add, on a un -no cache. Tous les gestionnaires de paquets, quand on va installer des dépendances, enfin des paquets, ils vont mettre à jour leur cache, ce qui va accélérer les autres résolutions de paquets de téléchargement. Pour une image Docker, ça sert absolument à rien parce qu'on ne va pas relancer APK-add après en fait. Donc notre gestionnaire de paquets vide son cache. Et du coup, on va gagner de la place. Bon, on se met dans le bon dossier parce qu'on ne veut pas donner accès à toute la racine. Forcément, il faut copier le jar de notre application, sinon on ne va pas aller bien loin. On met les bonnes permissions. On se, entre guillemets, connecte au user qu'on a créé parce qu'on ne veut pas être en route, donc ça ne changera pas non plus le poids. On indique qu'on expose le port 8080, et à la fin, forcément, il faut lancer l'application. OK. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Une image qui pèse 250 mégaoctets. Donc déjà, tout à l'heure, je vous ai donné une moyenne optimiste de 200 mégaoctets, mais en pratique, sur le projet, on tournait en moyenne plus vers les 250. Malgré le fait qu'en fait, on respecte déjà des bonnes pratiques, Alpine, JRE, pas de cache sur APK, donc l'image est lourde, alors qu'à première vue, le Dockerfile, il est plutôt propre. Et c'est là qu'interviennent JDEPS et JLink. Alors, JDEPS, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est un binaire qui est dans le JDK. Il va nous permettre de lister les modules qu'on a vu tout à l'heure qu'utilise notre application, notre jar. Alors attention, par défaut, il va analyser que vraiment notre code à nous, notre application dans le jar, c'est-à-dire que on a l'habitude de faire des fat jars qui contiennent les dépendances pour que on a un jar autoportant et qu'on puisse lancer l'appli. Mais JDEPS ne va pas aller scanner en fait les modules qu'utilisent ces dépendances. Pour ça, on est obligé en fait d'extraire le jar. Ça va nous donner un dossier libre qui est normalement dans le jar. Et dans le dossier libre, on a toutes les dépendances et on pourra au format jar. On pourra donner du coup notre jar applicatif et le dossier qui contient les dépendances à JDEPS. Et avec les deux, on peut du coup tout analyser et avoir l'ensemble des modules qu'il faut pour faire tourner l'application. Alors, voilà en gros la commande JDEPS. On ne va pas passer tous les paramètres en détail. Nous, ce qui nous intéresse réellement, alors effectivement, on doit donner le jar en paramètres pour qu'on puisse l'analyser. Et du coup, le dossier, excusez-moi, le dossier lib, donc où il y a toutes les dépendances. Alors, si on est sur une application classique, donc si on est sur avant Java 9, on n'aura que en mode classe pass. Donc même pour les applis après Java 9, on n'est pas obligé de faire de la programmation modulaire. Donc on utilisera classe pass. Mais si on est une appli post Java 9, à partir de Java 9 et en programmation modulaire, là du coup le paramètre il va changer. Ça sera module pass, mais le répertoire qu'on veut passer en paramètre sera le même. Et on redirige la sortie de cette commande vers un fichier texte. Le nom est totalement arbitraire. Moi j'ai choisi dependencies.info. Donc on lance cette commande et a priori elle doit nous générer un fichier texte. Si on regarde ce fichier texte, il contient la liste du coup de tous les modules que notre appli utilise, séparés par des virgules. Donc un fichier texte très classique. Donc il y a du java.base, il y a du javanet HTTP et on voit aussi qu'il y a du JDKnet parce que notre appli c'est une appli REST qui consomme des API REST et met à dispo des API REST. Il y a du Java SQL Rosette parce qu'il y a du Hibernate, donc par association il y a du JPA et du JDBC. Bon, il y a plein de choses, enfin c'est pas surprenant. On a vu JDEPS, on a vu qu'on était capable de lister les modules qu'on utilise. L'étape suivante, c'est JLink, qui est aussi un binaire dans le JDK. À quoi il sert JLink? Il sert à créer un runtime custom, donc un JRE custom en fait. Il y a plein de paramètres dispo, en compression de ressources, on peut supprimer les symboles de debug, on peut supprimer les manuels qu'il y a des différents binaires qu'on pourrait utiliser dans la CLI, plein de choses pour alléger le JRE. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que on peut lui dire d'inclure seulement des modules précis. Alors, comment marche JLink? Donc voilà, tous les paramètres voilà la commande, tous les paramètres, les leviers qu'on a pour réduire le poids du JRE, il y a les différents paramètres qui sont là, mais nous, ceux qui nous intéressent réellement, le dossier de sortie dans lequel on va créer le JRE, et les modules qu'on va vouloir inclure dans notre JRE. Et là, c'est super parce qu'on peut se servir du fichier qu'on a généré avec JDEPS. Une fois qu'on a lancé ça,
on laisse la commande, on exécute la commande, c'est presque instantané, et puis on regarde le dossier qui est généré, on regarde la taille du dossier, du GRE, et là on voit qu'on passe tout à l'heure de 136 mégaoctets à maintenant 55. On a presque divisé par 3 le poids de notre GRE avec JDEPS et Glink. Ça c'est super intéressant. Et si on regarde de plus près, tout à l'heure notre fichier module par défaut il faisait 80 mégaoctets, là il en fait 24, on a presque divisé par 4 le poids du fichier de module. Ok, alors ça c'est super, mais nous ce qui nous intéresse c'est mettre tout ça dans une image Docker. Comment on peut faire? On va utiliser le principe de Dockerfile multistage. Donc pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude d'en manipuler, j'aime bien comparer avec une fusée. Donc j'ai essayé de dessiner une fusée avec tous mes talents d'artiste, c'est-à-dire absolument aucun. Bon, ça va, c'est juste quelques boîtes et des triangles et 2 petites flammes, donc je m'en suis bien sorti, je pense. Ce qui nous intéresse dans une fusée, c'est qu'il y a une charge utile qui fait vraiment partie de la mission qu'on va envoyer à destination. Et il y a des étages intermédiaires qui n'ont pour but que d'amener la charge utile à destination, mais après ils vont être détruits, ils vont être recyclés, enfin, on s'en fiche un peu de leur sort, mais ce qui nous intéresse c'est vraiment la charge utile, ce qui est en haut de la fusée. Ok. Alors vous inquiétez pas, le projecteur n'est pas en panne. Dans un Dockerfile, en fait, c'est juste à l'envers. On commence par le haut, donc on va avoir tous les étages intermédiaires temporaires qui vont être en haut, et puis notre charge utile, elle va être en bas. Un étage dans un Dockerfile, c'est un bloc avec un from, en fait. Ok. On va prendre un exemple très classique qu'on voit très souvent dans plein d'applications, où on build en fait en même temps l'image dans notre Dockerfile. Alors si on regarde ici, on a un premier bloc from, on a un premier étage, il est en haut, donc c'est notre fameux étage déjà temporaire. On voit qu'on part d'Alpine, on lui donne un label builder qui va être très intéressant après. Alors on installe JDK, Maven, on copie des sources et on lance un Maven clean package. Bon bah effectivement on build l'appli et puis certainement que derrière il y a un fatjar par exemple qui va être généré. Après on a un autre bloc from, c'est le dernier, c'est notre payload, c'est notre charge utile. Donc c'est vraiment ce qui va constituer l'image. On part d'Alpine aussi. Là pour le coup on a un JRE qui est installé et nous ce qui nous intéresse en fait c'est que au lieu de copier le jar qui vient du poste sur lequel on build, on vient copier le jar qui vient du stage de build qui a été créé juste avant. Alors, maintenant on en vient JDEPS et Glink. Comment on va faire pour les intégrer? On va se faire un stage de build comme dans l'exemple. On part d'Alpine, on lui met le petit label builder. Pour JDEPS et Glink, il nous faut un JDK, on l'installe avec l'option tirer no cache. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont des bons yeux, vous verrez que j'ai oublié un petit tiret à gauche du no. Non, c'est pas grave. On copie le jar parce que sans le jar, on ne pourra pas l'analyser avec JDEPS. Et là, gros bloc, des commandes. On va regarder un peu ce qui se passe. Tout à l'heure, du coup, je vous ai montré qu'il fallait dézipper notre jar pour récupérer les dépenses et que JDEPS soit capable de lister les modules qu'il nous faut. Donc on dézippe le jar, comme ça on a le dossier avec les librairies, puis on pourra le passer à JDEPS. La fameuse commande JDEPS, c'est exactement la même que tout à l'heure, il n'y a rien qui change. On donne le jar, on donne le répertoire de dépendance et on redirige la sortie vers un fichier texte. Et petite optimisation aussi, on supprime le jar qui a été dézippé, parce qu'après ça sera mis en cache et toutes les commandes sont mises en cache et le jar dézippé il nous sert à rien dans le cache. Vraiment ce qui nous intéresse c'est le produit de cette commande, c'est que le fichier texte en fait. Ça c'était JDEPS. L'étape d'après on avait vu Glink, et du coup on va voir comment on l'intègre aussi dans notre Dockerfile. Et on met la commande qui va bien juste en dessous. Voilà, c'est exactement celle qu'on a vue tout à l'heure. Hein. On mentionne le répertoire de sortie où est-ce qu'on va générer notre JRE. Et puis on utilise le fichier de module qu'on a généré juste avant. Ok. On a fait enfin nos stages de build. A priori là on a généré un JRE. Du coup comme on l'intègre dans notre charge utile, dans notre stage applicatif, du coup on va créer notre stage applicatif. On part d'Alpine. Pour l'instant il n'y a pas grand chose qui change. On se recrée le fameux user par principe de sécurité. Et là, en fait, notre JRE, au lieu de l'installer avec le gestionnaire de paquets, on va l'installer entre guillemets manuellement. On va venir copier le répertoire qu'on aura créé dans le stage de build. On voit bien le from builder ici qui fait mention au stage de build. Et on va copier le dossier JRE. Bon, en pratique, juste copier un dossier, ça ne suffit pas. Il faut, pour que les binaires soient détectés, il faut le mettre dans le pass de notre environnement. Donc juste au-dessus, on pense à rajouter les variables d'environnement qui vont bien pour inclure le JRE dans le pass et que Java soit réellement installé dans notre image. Après, toujours pareil, il faut bien copier le jar pour pouvoir lancer l'application. On se connecte au bon user, on se met dans un répertoire pour ne pas donner l'accès à toute la racine. On indique qu'on expose le port 8080 et on lance l'appli. Voilà.
Donc là, réellement, ce qui nous intéresse, c'est juste la manière dont on installe le JRE parce qu'on se sert de ce qui a été créé dans le stage de build. C'est la seule différence et c'est le principal. Ok, on a créé notre image Docker. Quel est le résultat? Pour rappel, au début, on avait une image qui pesait du coup 251 mégaoctets. Là, on passe à moins de 90 mégaoctets. Et là, on est content. Alors, je voulais pouvoir exporter les slides en PDF. Les PDF ne sont pas compatibles avec les GIFs. Normalement, c'est un GIF. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est faire une slide en mettant à chaque fois une frame différente du GIF. Voilà. L'avantage, c'est que je peux le faire tourner dans l'autre sens. Ça m'a pris beaucoup de temps, sachez-le. Alors, on a vu comment on pouvait réduire le poids de nos images. Maintenant, autre axe d'amélioration, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, on va pouvoir jouer un petit peu avec les layers. Qu'est-ce que c'est les layers? Les layers, au final, dans notre Dockerfile, c'est des commandes. From, run, entry point, copy, add, tout ça, expose, tout ça, c'est des layers. Les layers, ils composent une image. C'est-à-dire que sur un registré, quand on va push une image ou quand on va la pull, on ne va pas télécharger un fichier qui est une image, on va télécharger la somme des layers qui la composent, donc la somme des commandes en fait. Un layer, c'est un changement de fichier, un peu comme dans un dépôt Git, où c'est un ensemble de commits. On additionne les commits. Les commits, c'est ajout, suppression, modification de code, et en additionnant les commits, on a l'état final du code. Et les layers, c'est pareil, on additionne les commandes qui modifient toutes des fichiers. Et quand on arrive à la fin, nos layers, c'est des changements de fichiers, ça va nous donner l'état final, ce que contient l'image. Donc un layer, c'est un changement de fichier. Les layers, ils sont partagés d'une image à une autre. Admettons que sur mon PC, je télécharge 10 images qui partent d'une même version d'Alpine. Je ne vais pas télécharger 10 fois Alpine, ça sera un peu stupide. Docker, il est malin, il me le télécharge une fois. J'ai mon layer Alpine qui est présent sur mon poste, et mes 10 images vont pointer vers le même layer. Et du coup, ça va permettre d'accélérer les builds. Il y a aussi une histoire de cache, parce que toutes les commandes, elles sont mises en cache. Cette histoire de cache, on va justement un petit peu en parler, parce que c'est super intéressant. On va prendre cet exemple, donc ça c'est un schéma qui est sur la doc officielle de Docker. On part du principe qu'en début de journée, on a cette image, on build pour la première fois l'image, et quelques heures plus tard, il faut faire un fixe. Je fais mon fixe, je modifie le code, et puis je rebuild l'image. Ok, alors qu'est-ce qui se passe au niveau des layers si on les prend un par un? From Ubuntu latest. Canonical n'a pas déployé de nouvelle version d'Ubuntu, donc j'utilise la version que j'ai déjà sur mon poste, j'utilise mon cache. Par défaut, après le apt-get update, il ne change pas. J'utilise aussi ce que j'ai déjà en cache, ce qui a été buildé dans la matinée. Ensuite, la commande copy main.c, makefile, donc je copie ces deux fichiers, je les mets dans le répertoire src de mon image. Ah, alors textuellement, là, la commande, elle n'a pas changé, mais Docker a détecté que mon fixe, il était sur le fichier main. Du coup, il ne va pas me prendre ce qu'il y avait en cache, ce qui était de ce matin, parce que c'est périmé. Il faut recalculer le layer, le réévaluer, et me mettre le dernier fichier main.c. Donc là, on ne prend pas ce qui est en cache, là, on rebuild. Et principe très important, à partir du moment où un layer est invalidé, tous les layers qui sont en dessous le sont obligatoirement. Du coup, le workdir, après, il est invalidé, on doit le recalculer. Le run make build, en dessous, pareil, la commande textuellement ne change pas, mais il est invalidé, il doit être recalculé. Et là, ça prend tout son sens, parce que si je me sers de mon cache, ce que j'ai buildé et ce que je vais inclure dans mon image, ça va être obsolète. Il faut que je rebuild à partir de mon dernier fichier main.c. Ok, pour maintenant les Dockerfiles multistage, comment ça se passe? Alors le principe est le même, on voit là qu'on a un stage avec un label, on va dire que c'est un stage de build. Mes deux premières commandes ne changent pas. Masse suivante, j'ai un copy, j'ai un fichier qui a été modifié, je dois rebuilder, je ne peux pas me servir de mon cache. Mon run après, pareil, il est invalidé par défaut. Maintenant, il y a un stage après, un nouveau stage. On repart de zéro, on repart par exemple d'Alpine. Là, on peut se servir du cache parce que ce qui s'est passé au-dessus, on s'en fiche vu qu'on repart de zéro. La commande run ne change pas, on peut repartir dessus. Le copy, mes fichiers n'ont pas changé, je peux repartir du cache. Et ce qui est intéressant, c'est que là, après, j'ai un copy où on voit qu'on mentionne le stage A, qui lui, du coup, a été rebuildé. Donc, Docker détecte que d'un stage à l'autre, il y a un layer qui est invalidé. Donc, j'invalide mon layer copy, je le rebuild, et du coup, l'entry point qui est en dessous, je dois aussi le rebuilder. Donc là, vous avez compris, vraiment, il y a aussi un GIF. Tout ça pour dire que c'est un peu comme un jeu de Capla. J'enlève une pièce, j'ai tout ce qui est au-dessus qui s'écroule, mais mes tours de Capla, elles sont indépendantes. Sauf si j'ai une pièce qui est commune, si j'en enlève une, mes deux tours de Capla vont s'effondrer en même temps. Et du coup, lui aussi, il est animé normalement.
Voilà, j'essaie de le rentabiliser au maximum. Ok, ça c'était la théorie sur les layers. Comment on va pouvoir mettre ça en pratique? Spring propose ces layers. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Spring Boot, à partir du moment où notre appli est une appli Spring Boot, on peut transformer notre jar en layers, en dossier. Ça va vraiment très loin dans le sens où en production, on ne va pas lancer un jar, on va lancer l'application à partir de répertoires. Alors, donc, habituellement, on lance un jar avec java-jar. Vu que notre appli, c'est une appli Spring Boot, il y a des paramètres qui existent, qui sont reconnus par Spring, jar mode, layer tools, extract. On exécute cette commande et ça nous sort du coup 4 dossiers. Si on regarde ce qui est généré, on a 4 dossiers. Du coup, le dossier application qui contient les fichiers classes purement de notre application. On a un dossier dependencies qui contient les dépendances qu'on utilise. Snapshot dependencies qui contient les dépendances en snapshot qu'on utilise éventuellement, même si ce n'est pas une bonne pratique d'en utiliser. Et Spring Bootloader qui sont les classes, les classes de Spring qui permettent de lancer l'application, ce qui va permettre d'exécuter l'application en fait. Et du coup, quand je vous disais que ça remplaçait aussi le lancement de l'application, donc pour lancer l'application, après on n'est plus sur un java-jar, mais on fait java et on met le nom de la classe jar launcher. Et vu que dans le répertoire dans lequel on a les 4 répertoires qui correspondent à notre application, voilà, la classe Spring sera chargée, détectée automatiquement en classe pass, et l'appli va se lancer, et ça remplace le jar. Ok. Comment on intègre ça maintenant dans notre Dockerfile? Alors, on avait notre stage de build où on avait joué avec JDEP CGLink. Et juste après, dans le stage de build, à la fin, on va rajouter la commande qu'on vient de voir à l'instant pour extraire le jar. Une fois que ça c'est fait, notre jar est extrait, on a du coup 4 dossiers qui sont générés. On va dans nos stages applicatifs. Et là, en fait, au lieu d'aller copier le jar avec une commande copy où on aura généré le jar sur notre poste de dev, on va copier les 4 répertoires qui ont été générés dans le stage de build. Voilà, donc une commande remplacée par 4 et on récupère 4 répertoires. Et donc après, la suite des commandes, donc potentiellement pour créer les users, le workdir, pour se connecter au bon user, etc., exposer le port. Et effectivement, après, la deuxième chose qui va changer, on remplace notre entry point ou notre CMD java-jar par le Java avec la classe Spring Boot. Alors, ok, tout ça c'est bien, mais en pratique, à quoi ça sert? On va reprendre l'exemple où dans la matinée, j'ai buildé une première fois mon application, je dois faire un fixe, et dans l'après-midi, je build une deuxième fois mon application. On part du principe vraiment que c'est juste un fixe, j'ai corrigé une condition dans un if parce que j'avais un null pointer, quelque chose comme ça. Alors, mes layers. Le premier, app dependencies. Par rapport à ce matin, j'ai pas fait de modification dans le pom.xml, j'ai pas de dépendance de montée de version ou quoi que ce soit, donc j'utilise ce qui avait été déjà buildé avant. Donc je gagne du temps et j'ai des layers qui sont partagés. Snapshot dependencies. De toute façon, j'ai pas de dépendance en snapshot, donc la question ne se pose pas. J'utilise qui en cache et mon layer est toujours vide, donc là, celui-là ne changera jamais. Le répertoire Spring Boot Loader. De la même manière, j'ai pas mis à jour mon POM.xml, j'ai pas de montée de version de Spring, donc a priori, aucune raison que ces classes changent. J'utilise le layer qui aura été généré plus tôt dans la journée. Et enfin, le layer applicatif, lui, il a changé. Parce que j'ai une classe où j'ai changé mon if, et du coup, il faut rebuilder ça. Docker détecte que les fichiers ont changé. Lui, on le rebuild. Donc là, uniquement le code change, et le layer applicatif, c'est le seul à être rebuildé. Alors, là, il y a un principe ultra important qui est l'ordre dans lequel on écrit les layers, donc les commandes copy. On a vu tout à l'heure que dès qu'un layer était invalidé, ceux qui sont en dessous le sont forcément. Si j'avais mis mon layer où j'allais copier le répertoire application tout en haut, j'aurais par défaut annulé tout mon cache et j'aurais dû tout rebuilder, ce qui aurait été pas du tout intelligent. Du coup, la règle cruciale à respecter quand on fait un Dockerfile, c'est on essaie de mettre les commandes dans cet ordre-là. D'abord, ce qui est susceptible de moins changer, et à la fin, on met ce qui est susceptible de changer le plus souvent en fait. En l'occurrence, quand on dev sur une appli, c'est le plus souvent le code source de notre appli qui va changer, donc on met ce layer là en bas. Et les dépendances, c'est certainement ce qui va changer le moins souvent, donc on va mettre ça en haut pour optimiser la réutilisation de notre cache. Ok, alors,
On peut continuer de regarder un peu plus en détail. Quand on lance effectivement la commande docker build, on voit dans les logs qu'il y a tout un tas de layers qui sont récupérés du cache, donc le JRE, 3 dossiers qui viennent des layers Spring, les dépendances en snapshot et notre répertoire de classe Spring Bootloader. Ok, ceux-là sont récupérés du cache, donc on gagne du temps de build et c'est partagé de ma version Docker présente à la suivante. Maintenant, effectivement, notre layer applicatif, on voit qu'on n'a pas le petit mot-clé cached parce que lui, il n'a pas été récupéré depuis le cache, il a été rebuildé, ce qui confirme la théorie qu'on vient de voir à l'instant. On peut continuer de regarder encore plus loin. On peut inspecter notre image avec Docker History. Donc on met soit le nom de l'image, soit son hash, et ça va nous afficher tous ces layers. D'ailleurs, on voit effectivement que les layers, c'est les commandes. Donc on voit aussi le poids en bytes des layers, parce que du coup, les layers, c'est des modifications de fichiers, ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, ce qui nous intéresse, tout en bas, on a les 4 fameux layers qui ont été réutilisés. Donc ils ont été buildés il y a 12 minutes. On va partir du principe que c'était le but de ce matin. Là, pour mes tests, j'ai tout fait rapidement. Mais du coup, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a 75 mégaoctets de layers qui ont été réutilisés de mon build précédent. Et j'ai 20 kilooctets de layers qui ont été rebuildés. C'est mon fameux layer applicatif. Maintenant, l'étape d'après, ça va être de push et ensuite de pull l'image. On va la push sur le registry, puis on va la pull sur une machine de prod ou un poste de dev. Et quand on regarde les logs, on voit qu'il y a plein de layers qui existent déjà, qui ne sont pas transférés sur le registry ou qui ne sont pas récupérés sur le poste parce qu'on les a déjà. C'est du coup le JRE, les dépendances et Spring Boot, mais on voit qu'il n'y a qu'un seul layer qui a été transféré. Il n'y a que 20 kilooctets qu'on a au final déployé sur le registry. Et il n'y a que 20 kilooctets par rapport à toute l'image entière ou presque. Et là, on est extrêmement content. Donc moi, j'avais vraiment des paillettes dans les yeux à ce moment-là quand j'ai vu le résultat, sachez-le. Ok. On continue de regarder plus loin. On inspecte maintenant notre image, le produit total. On voit qu'elle pèse toujours 87,5 mégaoctets. Par rapport à tout à l'heure, ça n'a absolument pas changé. Parce qu'effectivement, les layers, ça n'a pas pour but de réduire le poids de l'image, mais ça a seulement pour but d'optimiser la réutilisation de ce qui est des layers qui seraient potentiellement partagés d'une image à une autre. Ok. Maintenant, il y a quand même des effets de bord avec tout ça, notamment sur le garbage collector. Alors, qu'est-ce que c'est que ce garbage collector? Quand on va build régulièrement, on va remplir notre cache, notre cache qui est sur la machine de build. Et de la même manière, quand on va commencer à jouer avec des Dockerfiles multistage, comme on a dû faire pour intégrer JDEP CGLink, on ajoute plein de commandes, ce qui fait que ça ajoute encore plus de layers à builder et à mettre en cache. Et notre espace disque sur la machine, il risque de vite saturer. Et quand l'espace disque est plein, Docker il n'est pas content et puis il y a tout qui s'arrête. La solution, du coup, c'est le garbage collector de Docker qui va régulièrement supprimer des layers qui ne sont pas souvent utilisés, d'autres objets Docker comme tête des volumes, etc. Enfin, il nettoie ces objets qui ne sont pas utilisés, il laisse de la place pour la suite. Ce garbage collector, il est présent par défaut, mais du coup, il est personnalisable. Comment est-ce qu'on peut le personnaliser? Dans toute installation Docker, vous aurez du coup un fichier etc docker daemon.json, donc un simple fichier JSON. Si vous l'ouvrez par défaut, il sera vide parce que la configuration du garbage collector qui existe par défaut, elle est implicite. Si vous voulez le tuner, c'est à vous de définir le garbage collector et ça ira surcharger la configuration par défaut. À savoir que la configuration par défaut du garbage collector, elle est suffisante dans 90% des cas, mais c'est vraiment quand on build beaucoup. Donc nous, sur le projet, on était 3 équipes en parallèle, et quand on a beaucoup de layers avec JDEP CGLink, où là, peut-être que par défaut, le garbage collector, il n'arrivera pas à suivre. Alors, pour le configurer, il y a plein de règles, plein de paramètres différents qu'on peut mettre, mais si on doit le tuner à la main, dans 86% des cas, ce genre de configuration, en fait, ça répondra aux besoins. C'est peut-être pas la meilleure configuration qui existe, mais ça couvre, quand on a besoin de faire les choses manuellement, ça couvre beaucoup de cas et ça marche très bien. Comment ça fonctionne? On va marcher en fait avec un système de seuil. Sur la machine du build, on part du principe qu'on a 60 Go de stockage et en fait, admettons, j'arrive à 20 Go.
je vais supprimer les layers qui n'ont pas été utilisés depuis 168 heures, ce qui fait, on est un peu fatigué, hein, ce qui fait 7 jours. Donc les layers qui n'ont pas été utilisés depuis 7 jours, je les supprime. Je build encore plus dans la journée, ça suffit pas, parce que du coup, je viens de purger des layers, et pourtant je passe à 30 Go. Bon bah, j'ai supprimé les layers qui n'étaient pas utilisés depuis 7 jours, je vais devoir peut-être y aller un peu plus violemment, donc là je vais supprimer les layers qui n'ont pas été utilisés depuis 3 jours. Ça suffit pas, j'arrive à 40 Go, bon bah là je vais devoir supprimer les layers qui n'ont pas été utilisés depuis 24 heures. Ça suffit pas, j'arrive à 50 Go, bon bah là je supprime les layers qui n'ont pas été utilisés depuis 12 heures, et là après j'arrive à ma limite, à mes 60 Go, bon bah je supprime tout. Donc là effectivement, plus en fait on va se rapprocher de la limite, plus on va supprimer des layers, et bah, quand on va builder, le cache sera vide, on va devoir rebuilder nos layers, on va, entre guillemets, on n'aura pas les gains de temps d'exécution, mais bon, il faut bien faire avec. Donc voilà, effectivement, donc à chaque seuil, on supprime les layers les moins utilisés, et plus on approche de la limite, plus on va supprimer du coup des layers utilisés. Ok. Alors, deuxième impact, la réflexion. On va prendre un exemple de code qui est très simple, qui appelle une API REST pour faire une API GET. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans on utilise HTTP Client, HTTP Request, HTTP Response, c'est plein de choses qui sont... c'est des classes natives Java, il n'y a pas de framework, il n'y a rien. C'est des classes qui sont dans le module java.net. Dans ce code-là, les classes sont mentionnées explicitement. Forcément, on a des imports en haut de notre classe. Voilà, les appels sont bien explicites. Si on prend ce bout de code et qu'on essaie de le migrer avec l'API réflexion, bon, ça donne à peu près ça. Je ne suis pas allé au bout parce que j'étais en train de m'arracher les cheveux. Il y a des pattern builders et pour mettre ça en réflexion, c'est pas la peine. Quoi qu'il en soit, là, on a quand même un bout de code qui appelle de manière implicite des classes HTTP Client et HTTP Request. Là, le seul code qui est utilisé de manière explicite, enfin les seules classes, ça va être constructor, class et object. Ces classes-là, elles font partie du module java.base. Mais voilà, vu que tout ce qui est HTTP, etc., c'est appelé de manière implicite, ça ne sera pas en fait détecté. Ok. Alors effectivement, là, si on lance JDEPS, dans le fameux fichier texte qui va être généré, il n'y aura que java.base parce qu'il n'y a que l'API réflexion, object, class, constructor qui sont utilisés. Donc il n'y a que ce module qui est utilisé, mais le module qui est utilisé par les classes HTTP, client, etc., du coup, il n'apparaît pas dans JDEPS parce que nos appels sont implicites, ce qui n'est pas surprenant. On lance l'appli et boum, ça plante. On a une jolie exception. Si on regarde de plus près, class not found exception, javanet, HTTP, HTTP client. C'est pas surprenant parce que du coup, on n'a pas le module qui est détecté par JDEPS. Dans notre JRE fait avec JLink, on n'a pas le module non plus. Du coup, la classe n'existe pas dans le JRE et ça marche pas. Donc voilà. Évidemment, ne faites pas ça chez vous. Hein. L'API réflexion, elle est déconseillée pour plein de raisons. On vient d'en ajouter une, on n'est plus à ça près. Quoi qu'il en soit, dans nos applis, malheureusement, même si nous, on n'utilise pas l'API réflexion, on a tous à un moment donné une dépendance transitive qui fait de la réflexion et il y a de très fortes chances que notre code, à un moment, on build l'appli, on la teste et ça plante. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc on a la log, on voit la classe qui est manquante, on voit facilement quel module est manquant, et du coup, si en fait JDEPS ne peut pas détecter le module automatiquement, on va fournir le module manuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je retourne dans mon Dockerfile, là où j'ai JDEPS et mon fichier dependencies.info qui est généré, mon fichier dans lequel il me manque le module java.net, et simplement, dans tout mon bloc run, je rajoute un bon vieux écho bien violent pour ajouter java.net en dur dans mon fichier dependencies.info en mettant bien les deux chevrons, parce que si on n'en met qu'un seul, on va tout enlever et puis on va avoir d'autres gros problèmes. Voilà, donc si le module n'est pas détecté automatiquement, on le fournit manuellement, il n'y a pas d'autre solution. En général, de toute façon, ça se détecte assez facilement. On lance l'appli, on fait les clics et l'erreur elle est très explicite. Le module et la classe, on les détecte facilement. On modifie notre Dockerfile et c'est corrigé rapidement. Ok. Conclusion. Alors dans tout ça, du coup, on a vu que pour optimiser les images Docker, il y avait deux axes. JDEPS et JLink qui vont nous permettre de réduire la taille de nos images et les layers qui ne sont pas là pour réduire la taille de l'image, mais plus privilégier la réutilisation. Bon, ce qui aura quand même, ça ne va pas réduire la taille de nos images, mais
d'une version à l'autre sur le registré sur la machine de prod. On ne va pas push ou pull l'ensemble des layers, mais peut-être juste, dans le meilleur des cas, quelques kilooctets. Et du coup, là, notre quota sur le registré, il est optimisé, on l'utilise de manière intelligente et on est très content. Mais du coup, les limites, en cas de build régulier, et vu que nos Dockerfiles sont complexes et qu'il y a encore plus de layers, le cache de build, le pauvre, il subit beaucoup. Il faut penser peut-être à tuner le garbage collector si la configuration par défaut ne suffit pas. Et comme on vient de voir, surtout l'API réflexion, c'est le mal, évitez de l'utiliser. Et si dans votre appli elle est utilisée par vous, déjà c'est pas bien, mais si c'est utilisé par une dépendance, tant pis, mettez le module en dur et puis ça marchera très bien. Voilà, et je vous remercie. Et je vous laisse avec 2 QR codes. Merci. Donc les slides si vous les voulez, donc le fameux PDF, et j'ai laissé les gifs dedans. Ça, vous pourrez avoir le plaisir de les revoir. Et je suis preneur de votre avis. S'il y a des choses qui vous ont plu, pas plu, tout. Voilà. Peut-être des questions? Oui, je vois qu'il y a une question. Alors, vu que le micro n'est pas arrivé, la question c'est effectivement le talk, il est axé sur la taille des images. Et est-ce que moi j'ai réussi à voir aussi la différence de build? Oui. Parce qu'avant, en fait, on avait un JRE entier qui était téléchargé, un jar entier qui était généré dans l'image, qui était copié et qui à chaque fois changeait d'une version à l'autre. Les builds des images Docker prenaient du temps et là, on a vraiment eu plein de fois le cas où il y a juste le layer applicatif qui change. Et le temps de build de l'image Docker, il est, alors, je n'ai pas la mesure exacte, mais il est extrêmement rapide par rapport à ce qu'on avait au début. Donc ouais, le gain en temps, il est vraiment très très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, le micro arrive. Merci. Et par rapport aux performances de l'application, est-ce que ça a un impact? Alors pour les performances de l'application, absolument pas. Le fait de passer par un JRE qui est plus petit, par un jar qui est éclaté en dossier, non. Peut-être au démarrage de l'appli, mais c'est pas sûr vu que les dépenses sont pas dans un dossier, mais elles sont peut-être directement dans ClassPass, et encore je suis pas certain. S'il y a un impact, c'est peut-être que au démarrage, au temps de chargement de l'appli, mais pour le reste, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. En fait, si l'objectif c'est d'optimiser l'espace disque global dans la registry, la première phase JDEPS JLinks, je la trouve pas spécialement utile en soi, dans le sens où si tous vos microservices sont partis sur une même base de JRE, une même image de JBRE, tout le monde va partager les mêmes layers. Ouais. Donc on aura un coût de one shot de 100 MB, mais après on gagne plus rien. Par contre, la deuxième phase, et là je pense qu'on va faire changer les choses chez nous, parce que nous on déploie pas mal de microservices sur les mêmes bases avec du Spring Boot, c'est que nous on fait du jib, à chaque fois l'image est complètement refaite. Okay. Et là pour le coup on a 60 mégas de couches Spring Cloud à chaque fois qu'on remet dedans dans notre layer. Et là c'est là qu'on gagne beaucoup en fait en vrai. Ouais, alors effectivement, là on pourrait aller encore plus loin. Nous on s'était arrêté là. Mais oui, ce qu'on pourrait faire, là effectivement on a un JRE qui est différent par microservice, qui n'est pas forcément intelligent. On pourrait très bien avoir une pipeline qui va générer un JRE qui fonctionne pour tous les microservices. Comme ça, il y aurait un layer qui serait partagé par tous les mêmes microservices, ce serait encore mieux. Il serait certainement plus lourd, mais oui, ça aurait d'autres impacts qui seraient super intéressants. Maintenant, le problème, c'est qu'on a plein de choses qui sont imposées par le client, entre autres la manière dont les pipelines sont faites. Et pour nous, avoir un GRE qui est fait, qui est global au microservice, on sortir un petit peu des précaux du client, ça serait faisable, mais ça serait très compliqué par rapport au client, je pense. Mais oui, tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça m'a l'air bon. Merci du coup.